Bonjour et bienvenue au WebTech SCS sur le Data Analytics et la Data Visualisation. On va attendre quelques secondes que les participants se connectent. Bonjour et bienvenue au WebTech de ce jour qui va durer 1 heure avec 2 experts sur 2 technologies innovantes et prometteuses pour faire parler les données, pour analyser et intégrer ces données collectées et cette exploitation des données dans une vraie stratégie d'entreprise. Alors, on va accueillir nos experts ce jour. Donc, on va d'abord accueillir Dick Dash qui va présenter sa solution d'exploitation de données avec une démo de tableau de bord. Et puis ensuite, on accueillera First Stop Aim qui nous présentera justement un cas d'usage concret et implémenter les technologies de Dick Dash pour piloter une communication d'entreprise avec différents réseaux de distribution de First Stop. Alors, on va, si vous voulez bien allumer vos caméras, Antoine Buat, fondateur et dirigeant de Dick Dash. Bonjour à tous. Bonjour. Et Damien Thomas, responsable BI et Data chez First Stop Aim. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Alors, je rappelle que cette session est enregistrée. Elle sera disponible en replay dans quelques jours. Mais par contre, vos caméras et vos micros sont fermés. Mais vous êtes invités à poser des questions à Antoine et à Damien en fin d'intervention, une grosse demi-heure, on va dire, via le module questions. Vous devriez voir sur votre menu GoToWebinar. Et elles seront posées oralement. Voilà, donc je rappelle qu'on va parler aujourd'hui de data science, de data analytics, et donc d'intelligence artificielle, de projets d'exploitation, de collecte et d'exploitation de données. Donc on est dans un des 4 axes stratégiques de SCS. Et je rappelle que SCS est actif, il fait différentes choses, différentes actions pour vous, bien sûr, pour les PME, ses membres, notamment on fait beaucoup de publications sur la chaîne de valeur. On travaille sur les nouvelles feuilles de route pour les 4 années à venir sur l'axe justement intelligence artificielle et data analytics. On est en plein dedans, elles seront présentées d'ailleurs le 23 juin lors de l'Assemblée générale. On fait des cartographies fines et détaillées des différents laboratoires, des différentes équipes de recherche qui sont compétents dans différentes technologies autour justement de l'intelligence artificielle et du data analytics. Donc des laboratoires et des équipes de recherche qui sont nombreuses, qui ont explosé d'ailleurs depuis 4 ans, la dernière feuille de route, et qui sont détaillées dans le blog. Et on fait aussi des cartographies de formation. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, justement, l'exploitation des données, la collecte des données, ça nécessite une montée en compétences en interne. On n'externalise pas forcément cette prestation, et de toute façon, pour aussi s'interfacer avec des experts, c'est bien de former ses équipes, de former ses collaborateurs, et donc on a un catalogue de formation également autour de data analytics. Voilà, on fait aussi tous les trimestres une note de la conjoncture, et une notamment autour du data analytics et de l'intelligence artificielle, qui est plutôt sur la durée et qui présente un petit peu les tendances, voilà, les levées de fonds, les problématiques de nos membres qu'on interviewe à ce sujet. Donc, c'est aussi téléchargeable sur le site SCS. Et puis on accompagne, bien sûr, c'est la mission première du pôle, en tout cas en 2005 quand ils ont été créés, on accompagne nos membres vers le montage de projets collaboratifs ou monopartenaires, qu'on labellise et qu'on aide à rendre de qualité pour les déposer à différents dispositifs de financement public, qu'ils soient européens, nationaux ou régionaux. Ce sont des projets donc, collaboratifs ou monopartenaires, je le disais, de recherche et développement et innovants. Et on vous accompagne aussi sur différents salons, salons pour montrer votre savoir-faire, votre expertise, vos démonstrateurs vers des salons thématisés en Europe et en France aussi bien sûr,
J'en ai cité ici quelques-uns, mais il y en a d'autres. Et c'est une bonne action puisqu'elle est aidée financièrement et ça permet de booster votre visibilité et de tester peut-être vos premiers produits ou services sur le marché. Voilà. Donc, je vais revenir à l'agenda et je vais passer la parole à Antoine Buat, qui va donc nous présenter la solution Digdash pour construire des tableaux de bord publics et comment nous expliquer comment exploiter ces données et aussi, c'est vrai, démocratiser aussi ces technologies qui ne sont pas destinées que au top management, comme on avait échangé, Antoine, mais qui effectivement permettent finalement à différents niveaux de hiérarchie dans l'entreprise d'explorer les données et qui sont finalement utiles aussi bien au top management, mais aussi finalement à des collaborateurs ou à des départements spécifiques. Tout à fait. Eh bien, je veux bien prendre du coup la main sur les slides pour partager mon écran. Voilà, vous êtes normalement en mode présentateur. Ok, super. Et on devrait voir. Et je vais couper ma caméra. Je la rallumerai en fin de présentation. Alors, je vais me présenter quand même rapidement. Donc, moi, je m'appelle Antoine Buat, je suis l'un des fondateurs de la société Digdash. Je suis le dirigeant actuel, mais j'ai plutôt un profil fonctionnel et technique. Donc, si vous avez des questions techniques, je pourrais y répondre également en fin de présentation. On va faire quelque chose d'assez court aujourd'hui. On a l'habitude de faire des webinaires plutôt d'1 heure, nous, à Digdash, sur la présentation des fonctionnalités du produit, parce qu'effectivement, c'est un domaine assez vaste, la data. On l'a évoqué, ça touche tout le monde aujourd'hui. C'est vraiment le nouvel or des entreprises. On cherche à le valoriser, à en faire quelque chose, à l'exploiter pour optimiser ses actions. Donc, c'est un peu ça l'objectif d'outils comme Digdash. Donc nous, on est éditeur de logiciels, on a un seul logiciel qui s'appelle Digdash Enterprise que on situe comme étant un logiciel de tableau de bord agile qui permet de faire de la visualisation, de l'exploration et de l'analyse de données. C'est vraiment ça notre cœur de sujet. On existe depuis 2006, donc notre siège social est basé à Aix-en-Provence, d'où notre appartenance également au pôle SCS. J'en dirai un petit peu plus à la fin de ces slides sur les liens qu'on a avec le pôle. Pour information, on a plus de 150 000 utilisateurs, plus de 450 clients, on est présent dans 25 pays, on a une croissance annuelle assez confortable. Et on fait aussi partie d'une enquête qui est réalisée par le cabinet Bark. Alors c'est un cabinet cette fois-ci à portée plutôt internationale, c'est un cabinet allemand qui regarde un peu toutes les solutions autour de la présentation de données. Des solutions les plus anciennes, comme peuvent l'être Business Object, Cognos, etc., mais aussi des solutions récentes, comme peuvent l'être Power BI, Tableau et Digdash. Ils nous positionnent, les analystes de chez Bark, leaders dans 16 catégories différentes, donc ça, c'est assez intéressant, mais surtout, ils vont faire une enquête d'opinion auprès des utilisateurs des différentes plateformes, et là, on a des taux de satisfaction qui sont bien au-delà de nos concurrents. Donc, ça veut dire qu'une fois que Digdash est déployé dans une organisation, quelle qu'elle soit, du secteur public ou privé, on voit qu'il y a des taux d'adoption très forts de notre solution. Alors, qu'est-ce que c'est la plateforme Digdash Enterprise? En 2 mots, c'est vraiment une plateforme complète qui permet de construire ce que nous, on va appeler des applications décisionnelles métiers. Donc, ça va de la préparation de données, la capacité à collecter, agréger, transformer la data, jusqu'à l'aspect data visualisation, donc créer des tableaux de bord interactifs dans lesquels vous allez pouvoir naviguer, filtrer, changer d'axe d'analyse, etc. On a également un volet publication, donc ça, c'est toute ce qui est création de documents statiques. Je vais publier un document PowerPoint, Excel, PDF. Donc, on peut distribuer tout ça à travers différents canaux de distribution, en faire de l'emailing massif. On peut faire toutes ces actions-là. Et puis, on a également un module dit d'analyse avancée qui permet aux utilisateurs les plus expérimentés d'aller un peu au-delà de la simple statistique descriptive, faire par exemple les ensembles, analyse prédictive, analyse de cohorte. Donc, tout ça est inclus dans le produit par défaut. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de résoudre comme problématique pour les utilisateurs dans les organisations? On retrouve en général 3 grandes typologies de tableaux de bord. D'abord, on va avoir le tableau de bord dit de pilotage, dont l'objectif est assez stratégique. Je cherche à montrer de manière assez condensée des indicateurs pour qu'en un clin d'œil, un utilisateur ait un état des lieux d'une situation précise. Donc, on parlait tout à l'heure de top management, donc c'est plutôt le tableau de bord un peu top management qu'on va avoir sous ce genre de format-là. Enfin, on va aussi produire des tableaux de bord de type exploratoire, donc qui vont permettre à l'utilisateur d'aller fouiller dans ces données très facilement, quel que soit son niveau d'expertise autour de la data. En quelques clics, il peut venir comprendre et analyser ces données. Donc, c'est vraiment le mode opérationnel ici d'exploitation de données. Puis, 3e type de tableau de bord qu'on va retrouver dans les organisations, c'est le tableau de bord dit de communication. C'est celui avec lequel on va partager de l'information. Alors, ça peut être en interne, mais également en externe, à des sociétés tierces, à des partenaires, de l'information. Et quand on veut faire une telle chose, on ne va pas uniquement présenter des chiffres, des tableaux et des graphiques.
on va rajouter autour de ces représentations visuelles des explications pour donner un sens de lecture à nos données, de manière à faire comprendre l'information qu'on veut passer. Je ne passe pas plus de temps là-dessus parce que je vais vous montrer une petite démo après rapidement. Petit point également sur les typologies d'utilisateurs. On retrouve dans les déploiements de notre solution en général 80% d'utilisateurs métiers, donc des gens qui n'ont pas de compétences informatiques et qui ne sont pas habitués à manipuler les données. Donc c'est à travers notre interface très simple, très presse-bouton, qui vont être autonomes sur la navigation dans ces données. On retrouve des utilisateurs dits intermédiaires, à peu près 20%, qui vont avoir déjà une expertise autour de la data, soit dans Excel, soit dans Business Objects, enfin, ClickView ou d'autres produits. Et là, très rapidement, vous pouvoir prendre en main notre solution parce qu'on a une interface de transition qui va les mettre tout de suite à l'aise. Donc 80 plus 20, il reste un bon gros 0% d'utilisateurs avancés. Alors c'est un petit peu exagéré, bien évidemment, je pousse le trait ici, mais en général, c'est une poignée de gens qui vont mettre en place les connecteurs vers les sources de données. C'est l'aspect un peu plus technique de notre produit, qui vont vouloir valoriser l'information, mais également la pérenniser à travers le temps. On a tout un système de catalogue de données qui permet de documenter tout ce qu'on a mis en place en termes de stratégie de données. Dernier point que je voulais mentionner, alors c'est vrai on est présent avec le pôle SCS depuis de nombreuses années. Juste pour information, on est vraiment dans l'innovation également. Alors, vous avez compris que le pôle SCS c'était du silicium jusqu'à l'application. Nous, on est plutôt de l'autre côté du spectre par rapport au silicium, donc vraiment du côté applicatif. Et puis, on a un projet qui a été labellisé par le pôle récemment. Pour aller encore plus loin sur cette innovation, je vais vous en dire quelques mots. On a déjà quelques briques technologiques qui existent dans notre solution, mais l'objectif, c'est de permettre à un utilisateur, à travers ce projet, avec aucune compétence technique, aucune connaissance, de construire lui-même ses tableaux de bord avec une interface conversationnelle, je vais dire type ChatGPT. Attention, ça ne va pas nécessairement être la même chose, mais l'objectif, effectivement, c'est de lui permettre de collecter de la donnée, de la mettre en forme sans aucune compétence technique. Voilà, donc c'est un projet qui va coûter à peu près 2 millions d'euros, qui a été labellisé par le pôle. On essaie d'avoir un financement BPI aujourd'hui. Il est en cours de validation. On ne sait pas sûr qu'on décroche ce financement. Quoi qu'il arrive, ce sera juste un accélérateur de ce projet que l'on va mener quoi qu'il arrive. Je vais conclure par quelques références. Donc, sachez qu'on est présent dans des secteurs d'activité très variés, à la fois côté secteur public, les ministères, des collectivités de toute taille, des régions, départements, communautés de communes, mais également des centres de recherche, d'universités. Vous avez quelques exemples ici sur cette page. Et puis, côté secteur privé, là, on a vraiment tout type de clients. Ça peut être dans la grande distribution, la logistique, les télécoms, l'industrie, le bancaire, les assurances. Encore une fois, vous avez quelques exemples ici. Mais pour conclure cette présentation, je voudrais vous montrer des exemples live de tableau de bord, parce que je pense que c'est un peu ça qui est intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne tout ça. J'avais parlé de 3 grands types de tableaux de bord. Alors, on va commencer par le plus simple, le tableau de bord de pilotage. Je vais rappeler sa vocation. L'idée, c'est de présenter de manière assez condensée un certain nombre d'indicateurs pour qu'en un clin d'œil, j'ai un état des lieux précis d'une situation. En plus, là, je vais essayer d'attirer l'œil de mon utilisateur pour que il n'est pas à lire l'ensemble des indicateurs, parce que sur chaque ligne, je vois j'ai les coûts sur le décimé à mois, le coût actuel, le coût par rapport au budget. Donc, j'ai placé un point rouge pour attirer l'œil de l'utilisateur, qui est dépendant de l'utilisateur connecté. Bon, là, en l'occurrence, c'est assez naïf comme calcul. Dès que le coût a dépassé le budget, c'est la barre noire qui se trouve ici, la barre bleue qui le traverse, c'est le coût. Donc, globalement, dès que la barre bleue traverse la barre noire, j'ai mis le point rouge. Mais l'objectif, c'est de pouvoir montrer à l'utilisateur effectivement ce qui est important pour lui. Après, on pourrait décliner, par exemple, je pourrais choisir un pays en particulier pour la déclinante des indicateurs par pays. Mais l'objectif du tableau de bord de pilotage, c'est plutôt la vue très macro, un très gros grain de l'information. Deuxième type de tableau de bord que je voudrais vous montrer, c'est le tableau de bord de communication. Alors, un tableau de bord de communication, c'est vraiment un tableau de bord dans lequel on veut partager de l'information. Par exemple, ici, on a pris un fichier Open Data. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Open Data, c'est principalement des fichiers CSV, donc des choses qui sont aussi ouvertes que les gens qui sont capables de lire du CSV, c'est-à-dire très peu de gens. Et on l'a transformé en un tableau de bord exploitable pour le grand public. D'accord ? Donc là, on va ça parle de l'éducation dans le monde. On va commencer par un petit texte d'introduction pour expliquer de quoi ça parle. Puis, on va avoir des indicateurs. Par exemple, j'ai une carte ici du taux de déscolarisation. J'ai une petite tête qui arrive sur le côté. Il me dit que je peux aussi changer de niveau. Je suis en train de regarder le taux de déscolarisation pour le primaire, mais je pourrais regarder le premier cycle secondaire, le second cycle secondaire. Cette carte se met automatiquement à jour. Pareil, ici, on va avoir un graphique sur l'évolution de cette déscolarisation par typologie de pays. Pays à revenus élevés versus revenus faibles. Alors, si on n'a aucune connaissance de où se situent ces pays, il y a une petite carte sur le côté qui va nous accompagner pour comprendre tout ça.
Les tableaux de bord dans DigDash sont dits responsive, ça veut dire qu'ils vont s'ajuster quelle que soit la taille de l'écran que vous avez. Alors c'est vrai sur un PC, mais c'est vrai aussi sur un smartphone. Hein, je vais le consulter sur un écran de beaucoup plus petite taille et cette fois-ci, on va voir que les différents composants vont se réorganiser pour que ce soit toujours facilement compréhensible pour l'utilisateur. Donc par exemple, ici, je vais avoir l'explication de texte au-dessus ou en dessous du graphique qui le concerne. On ne perd pas pour autant la navigabilité. Hein. Si je clique sur un élément ici, je vais rentrer dans le détail dans l'autre graphique également. D'accord. Donc je reviens couche un petit peu plus haute, on va revenir en plein écran, ce sera plus simple. Donc l'idée de tout ça, effectivement, c'est de présenter de la donnée, de l'expliquer avec différentes typologies de graphiques, des graphiques en barre, des cartes, des radars, des histogrammes. On peut bien sûr naviguer dans l'ensemble de ces graphiques sans aucun problème. Je peux voir des graphiques en anneaux, des courbes. Alors on peut même faire des points de focus particuliers. Tout ça est construit avec l'interface de DigDash, très simplement. Donc, vous pouvez poser des boutons pour faire un point de focus, par exemple, là, en l'occurrence, sur les établissements supérieurs d'enseignement en France. Puis, je peux choisir un type d'établissement. Je vais prendre les universités. Je vais choisir l'académie qui m'intéresse et je vais voir effectivement où il se situe sur le territoire. Plein de types de représentations possibles, des tableaux de chaleur, des infographies. Alors les infographies sont complètement configurables. Là, on a choisi par exemple de présenter un vert pour montrer l'accès à l'eau potable dans les écoles. Donc on voit qu'il y a une disparité assez forte entre l'Afrique, 64%, petite taille de verre, et l'Europe, 100%, grosse taille de verre. Pareil sur l'accès à l'électricité ou l'accès à l'eau potable. Donc finalement, on a rendu très simple de compréhension. Des données qui sont dans un fichier CSV qui, à la base, est assez complexe. Il y a des centaines de colonnes, des milliers de lignes. Là, on l'a rendu très complexe. Je vais prendre un dernier exemple sur ce sujet toujours de ce qu'on appelle, nous, le tableau de bord de communication. Si vous allez sur le site de Santé publique France, qui est un de nos clients, vous allez voir que l'un des onglets du site de Santé publique France part de l'épidémie de Covid-19. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez voir que c'est un tableau de bord DigDash qui est complètement intégré dans leur site web. Alors, ça commence par une page d'introduction et qui explique comment ça se passe. Il y a un petit document PDF téléchargeable qui est généré également avec notre plateforme. Puis on va avoir des indicateurs sur le suivi de l'épidémie, sur la médecine en ville, sur la vaccination, sur l'adhésion aux mesures de prévention. Et puis on peut rentrer dans le détail. Donc par exemple, je pourrais cliquer sur le taux d'incidence pour voir. Alors toujours pareil, j'ai un petit texte explicatif au début qui me dit de quoi ça parle. Puis je vais me retrouver avec l'indicateur, son évolution à travers le temps, sa répartition géographique. Donc je peux cliquer sur les différents éléments. Donc par exemple, je pourrais rentrer, tiens, on va prendre Provence-Alpes-Côte d'Azur pour voir effectivement la répartition par département. Je peux voir la répartition par classe d'âge. Donc, il y a énormément d'informations qui sont distribuées sur cette plateforme. Ça reste de l'information publique, bien évidemment. Pour tout ce qui est privé, on a aussi des solutions parce qu'il se trouve qu'on travaille aussi avec le ministère de la Santé sur des solutions avec vraiment des données dites de santé, donc avec un niveau de sécurité ISO 27001 HDS. Donc, on a des solutions pour ça également. Mais là, on est sur la vue publique, c'est assez différent. Dernier type de tableau de bord que je vais vous montrer, c'est le tableau de bord d'exploration. Alors l'objectif de ce type de tableau de bord, c'est de laisser la main à l'utilisateur pour qu'il soit capable de rentrer dans le détail de l'information. Pour donner un petit peu de contexte au tableau de bord qu'on est en train de regarder ici, on est sur une société qui a la grande distribution et qui se pose la question suivante. Quelle est l'efficacité de mes campagnes télémarketing pour générer du chiffre d'affaires? Donc finalement, on se connecte à deux sources. La première source, c'est l'ERP, qui donne des informations de vente, donc chiffre d'affaires, marque, etc. Puis la deuxième source de données, c'est la base de données télécom. Elles sont vraiment complètement disparates. Il n'y a pas besoin de mettre un entrepôt en amont dans DigDash. On peut vraiment se connecter à des sources très variées et venir les réunir au sein du tableau de bord. Et puis là, si je commence à filtrer, par exemple, je prends l'année 2022, l'ensemble des vignettes est filtré par le 2022. Si je prends un pays en particulier, on va prendre l'Espagne, l'ensemble des vignettes est filtré par l'Espagne. Tout est quasiment instantané dans DigDash parce qu'on a une technologie effectivement qui permet de processer la donnée très rapidement, même sur des très gros volumes de données. On a des clients qui ont des milliards de lignes, chez Orange par exemple, avec notre technologie effectivement qui propose ce qu'on appelle la scalabilité horizontale, c'est-à-dire qu'il peut être distribué sur un ensemble de machines pour avoir cette élasticité et cette rapidité d'exécution. On a effectivement ces performances-là. Donc là, il se trouve que je suis en local sur ma machine, il y a très peu de données, il y a à peu près 3 millions de lignes. Donc, bien évidemment, tout est instantané, il n'y a aucun problème. Si je clique sur un indicateur, pareil que tout à l'heure, je peux rentrer dans le détail pour voir la déclinaison de cet indicateur par région, les 5 meilleurs produits qui ont généré ce chiffre d'affaires, l'évolution de chiffre d'affaires pour la période considérée, l'année 2022, celle que j'avais cliqué dans la page précédente. Puis je peux continuer à naviguer, par exemple sur l'axe géographique, je rentre dans le détail. Je pourrais tourner ma carte pour obtenir le tableau de ce qui est porté par cette carte. Je peux utiliser le tableau comme un axe de navigation, donc je trie par chiffre d'affaires, je remonte au niveau continent, je descends en Amérique, États-Unis. Les autres graphiques suivent le même chemin, mais à nouveau, si je tourne mon tableau, c'est bien la carte des États-Unis qui apparaît. D'accord.
Le contexte qu'on voit apparaître ici, ce qu'on appelle contexte donné chez nous, hein, c'est la sélection qu'a fait l'utilisateur. On peut le porter quand on passe d'une page à l'autre et qu'elle reste compatible. On va garder ce contexte-là. C'est pour ça qu'à nouveau, je suis dans une autre page, la page comparaison, mais cette fois-ci, j'ai gardé le même contexte. Puis pareil, je peux continuer à descendre dans les données, soit en cliquant, soit en venant filtrer. Par exemple, sur une carte, il peut être intéressant de faire une sélection de manière graphique. Hein. Je m'intéresse à l'Est des États-Unis, je vais choisir effectivement les États de l'Est des États-Unis et j'ai choisi ici 32 États. Bon, j'ai pris le Texas en plus, j'aurais pu l'enlever, mais peu importe, hein, qui va me permettre de voir ce qui m'intéresse. Je peux aussi filtrer par des choses qui ne sont pas visuellement présentes à l'écran. C'est pour ça qu'en haut, on a une liste d'éléments qui me permet de filtrer. Donc, je peux prendre un ou plusieurs téléphones, par exemple, ajouter, enlever des éléments. On voit automatiquement comment les différents tableaux de bord, les différents éléments de mon tableau de bord sont mis à jour. Okay. Donc tout ça permet de faire des découvertes dans ces données. Quand on fait des découvertes, très souvent, on veut exporter l'information pour la partager. On a effectivement moyen de récupérer un bloc d'informations dans Dictdash ou alors une page complète ou alors un tableau de bord complet. Donc par exemple, ici, je pourrais dire, tiens, je vais cliquer sur télécharger le PowerPoint et ça va me récupérer dans un fichier PowerPoint l'ensemble des données de mon tableau de bord dans le contexte actuel de ces données. Alors juste le temps que PowerPoint s'ouvre, c'était un petit peu lent sur ma machine, mais c'est pas grave. Donc on voit que ma machine n'est pas très performante, mais bon, peu importe. Voilà. Donc ici, on voit effectivement, j'ai rapatrié différents éléments de mon tableau de bord, mais ça reste éditable. Donc, par exemple, si je voulais prendre cette part ici, la mettre de côté et la changer de couleur, je pourrais le faire. Alors, c'est vrai pour un graphique, mais c'est vrai pour n'importe quel type d'objet Dictdash. Hein. On parlait du Texas tout à l'heure, je pourrais très bien prendre le Texas, le mettre de côté, lui donner une couleur spécifique, hein, pourquoi pas. Je veux changer sa couleur de remplissage, je peux cliquer ici, je change sa couleur de remplissage. Alors, attention, allez pas trop sur des effets délirants de PowerPoint. Qu'est-ce que j'entends par effet délirant? Ça peut être de dire, tiens, je veux mettre des effets 3D, des choses comme ça. En termes de visuel, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est plutôt un frein à la lecture. Donc, évitez ce genre de présentation-là. Vous pouvez le faire dans PowerPoint, mais c'est vraiment pas la vocation d'un produit comme Dictdash, qui est plutôt de clarifier la donnée, de la simplifier en termes de présentation. OK. Là, j'étais sur le volet vraiment utilisateur métier qui va consommer son tableau de bord. Maintenant, on peut aussi avoir des analystes. Alors, les analystes sont des gens qui vont essayer d'aller plus loin sur l'analyse de données. Donc, par exemple, on va leur fournir ce genre d'interface-là dans lequel ils ont accès à un tableau. Ils peuvent enrichir ce tableau. Donc, par exemple, en plus de voir par année, par communication, je pourrais voir par pays. Hein. Je peux poser les pays ici. Je pourrais dire, tiens, je voudrais un total par groupe de pays. Donc, tout est assez interactif pour se constituer ses propres graphiques ou tableaux. Là, je les crée comme ça en glisser-déposer. Hein. Je peux ajouter un peu n'importe quel élément. Je peux rajouter des choses assez complexes. Hein. Par exemple, je peux mettre un transformateur de données année-1, le poser sur coût de communication. Ça va me générer automatiquement cette colonne coût année-1. On pourrait même extraire, pourquoi pas, un pourcentage de progression entre ces deux colonnes-là. Je pourrais aller positionner sur une année spécifique. Je prendrais que l'année 2023, etc. Donc, on voit que tout ça est très interactif. Ça reste assez complexe, hein, ce système de glisser-déposer pour les utilisateurs métiers. Donc, on a une autre solution pour l'utilisateur métier, c'est qu'il peut vraiment poser une question en langage naturel. Donc, par exemple, je peux demander, je voudrais voir les par type de ligne. Alors, j'ai fait une faute de frappe, mais peu importe, parce qu'on a un algorithme de fuzzy matching qui va trouver les choses les plus proches. Ça va générer le graphique le plus approprié. D'accord? Alors, avec un score, à chaque fois, là, j'ai un score de 4 sur 5, très probablement parce que j'ai fait une faute d'orthographe. Si j'enlève cette faute, cette fois-ci, j'ai un score de 5 sur 5. Il a vraiment trouvé le truc qui m'intéressait. Et il l'a représenté d'une certaine manière. Pourquoi il a choisi un graphique en barre? Parce qu'on est sur une dimension discrète, avec peu de membres, il n'y a que 3 valeurs. La meilleure manière d'afficher, c'est un graphique en barre. Je suis toujours filtré par 2023, les données sont entre 2005 et 3000 euros. Si j'enlève mon fil sur l'année, pour l'ensemble des années, je suis entre 10 000 et 12 000. Puis je peux continuer à naviguer. Tout ce qu'on crée un peu naturellement continuer à être exploré. J'aurais pu poser une autre question. Si je veux voir les coûts par année, cette fois-ci, le graphique qui va être proposé, c'est plutôt un graphique en courbe. Pourquoi? Parce que l'année, c'est une dimension dite continue. Pour exprimer cette continuité, c'est le graphique en courbe qui est le plus adapté. D'accord? Pareil, je peux descendre dans les mois de l'année, il n'y a vraiment aucun problème. J'aurais pu poser une question plus complexe par année et par type de ligne, pourquoi pas. Si je pose cette question-là, par défaut, ça me crée un tableau croisé avec ces deux informations-là. Encore une fois, à n'importe quel moment, je peux descendre, remonter, il n'y a vraiment aucune limite de navigation. Je peux même imposer un style de restitution, je vais voir ça en graphique en colonne, cette fois-ci, il va me proposer la même chose, mais sous forme de graphique en colonne. Donc, ça permet vraiment de donner de l'autonomie à l'utilisateur métier. Donc là, on était sur la vue un peu interrogation ad hoc. Je me pose des questions qui sont probablement des questions jetables. J'en aurais pas besoin demain. Si j'en ai besoin de manière, alors bien sûr, je peux l'enregistrer pour y revenir plus tard, mais si j'en ai vraiment besoin de manière plus régulière, en fait, je vais aller un peu dans l'envers du décor et je vais
plus prendre 2 minutes sur cette partie-là et laisser la main à Damien pour la suite. L'idée ici, c'est de pouvoir constituer ses propres tableaux de bord. Alors, soit en assemblant des choses qui ont été créées par d'autres personnes, hein, donc je peux venir voir tout ce qui a été créé dans le périmètre de ce qui m'a été rendu accessible, bien évidemment, il y a tout un système de sécurité sur les données, donc je peux assembler des choses et me créer mon propre tableau de bord, donc je peux venir rechercher dans toutes ces données qui ont été créées, je prends des éléments ici, hein, donc je constitue ma propre page de tableau de bord ici, je peux croiser des choses hein, qui ne sont pas forcément compatibles entre elles, c'est pas grave, c'est ma page de tableau de bord, j'en fais vraiment ce que je veux ici, hein. Donc, par exemple, j'ai un périmètre personnel ici, alors je vais prendre celui-là, pardon, dans lequel j'ai réalisé une carte avec la position des mairies à Paris, des mairies annexes à Paris, hein, sur une carte OpenStreetMap. Bah, pourquoi pas effectivement venir le positionner ici. Après, je peux compléter avec des choses complètement différentes, hein, durée d'appel vers des services web d'un de nos prestataires. Pourquoi pas, on peut faire ce genre de choses-là. Il n'y a vraiment aucune contrainte ici en termes de présentation. Vous voyez qu'on peut aligner aussi très proprement avec un système effectivement de petites lignes magnétiques qui nous permettent de faire des choses propres très rapidement. Puis après, toute la navigation qu'on pourrait imaginer, elle existe. Hein. Si je rentre dans le détail de l'Europe, ça va impacter les différents graphiques. Si je choisis la mairie du 11e et du 12e, pareil, ça va venir me zoomer sur la mairie du 11e et du 12e sur ma carte ici. OK. Donc là, j'ai assemblé des choses existantes. Dernière chose que je peux faire, c'est créer moi-même des données, enfin, importer moi-même des données pour les assembler dans un tableau de bord. Donc pour ça, on a un assistant de création de tableau de bord. Là, je vais prendre l'exemple simple avec un utilisateur métier qui aurait un fichier Excel dans son coin et qui voudrait en faire quelque chose. Mais après, ça peut être des sources beaucoup plus complexes, bien évidemment, se connecter à du SAP BW, à n'importe quelle source, n'importe quel applicatif. Hein, on a des connecteurs vers à peu près tout. Donc là, je vais choisir un fichier, tout simplement, pour vous montrer, pour vous illustrer comment ça fonctionne. Donc, on va prendre un fichier en français, celui-là, alors pas celui-là parce qu'il est sur mon bureau, c'est un document, et je vais prendre plutôt, non, je vais prendre celui-là, tant pis sur le bureau, Hop, donc, c'est un fichier qui fait à peu près 5 mégas, peu importe. Là, la première étape, on va détecter le contenu de ce fichier. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a une colonne temporelle qui a été reconnue. Il n'y a pas de ce qu'on appelle des métadonnées dans les fichiers Excel. C'est-à-dire que c'est nous, par rapport au contenu de la colonne, on va déterminer, ça ressemble à un axe temporel. Ça veut dire qu'automatiquement, on va être capable de regrouper par jour, mois, trimestre, année. Pareil, ici, on a détecté le contenu de cette colonne, on en a fait un axe géographique. On va être capable de regrouper ces régions par pays et par continent. Puis après, on a un certain nombre d'autres dimensions de mesure. De tout ça, il détecte que ça parle de vente au détail. Donc, si je clique dessus, je dis oui, c'est bien ça. Il va me proposer des représentations graphiques. Si je clique sur terminer et construire, en 3 clics, j'ai chargé des données d'un fichier Excel, j'ai généré un modèle de données, alors on ne l'a pas vu derrière, mais il y a un modèle de données, j'ai généré des représentations graphiques et des pages tableau de bord. Une page produit dans laquelle je vois par région, par produit, le chiffre d'affaires, les 5 meilleurs produits, une page indicateur clé dans laquelle je vois la cartographie des ventes, l'évolution des ventes par année et le chiffre d'affaires global. Donc tout ça se crée vraiment automatiquement. OK, et je vais laisser la main, voilà, ça c'était plus pour l'aspect un peu fonctionnel et sur les aspects un peu innovants de ce que fait la solution DigDash. Vous voyez que l'objectif c'est vraiment de laisser des utilisateurs être autonomes sur l'exploitation de données, mais il y a tout un volet, je ne vous l'ai pas montré ici, ce n'était pas l'objectif de cette démo, mais il y a tout un volet fonctionnel sur l'aspect studio qui permet d'organiser, de maîtriser la donnée dans le cadre d'une organisation. Pareil, il y a plein d'éléments sur ce côté-là qui sont très intéressants en termes de management de l'information. Je pense qu'on vous posera les questions à la fin de l'intervention de Damien, donc je vais laisser la parole. N'hésitez pas à poser vos questions, là il n'y en a pas encore, mais n'hésitez pas à poser vos questions et je vais passer la main à Damien qui devrait afficher son écran pour vous et qui va nous expliquer peut-être quelle technologie, quel outil de DigDash il a utilisé, puisque vous travaillez ensemble depuis plusieurs années, je crois. Et aussi pourquoi finalement vous avez choisi DigDash, parce que j'imagine qu'il y a des outils concurrents. Ok, est-ce que vous voyez le bon écran? Oui, très bien. Parfait. Super. Donc, rebonjour à tous, je m'appelle Damien Thomas, je suis responsable data au sein de la DSI First-Top-Aim et je vais vous faire un retour d'expérience sur notre déploiement de DigDash. Donc déjà, pour vous présenter rapidement notre entreprise, donc nous sommes un réseau de distribution appartenant au manufacturier Bridgestone. Nous sommes spécialisés dans le pneumatique et les services associés, ainsi que l'entretien-réparation des véhicules légers et industriels.
Nous avons 140 points de vente intégrés, 250 points de vente adhérents, 1500 employés et nous générons un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au niveau de notre historique, donc l'entreprise First Stop Aim est issue de la fusion de deux sociétés, donc la société Paul Aim qui a été créée en 1892 et la société Métifio créée en 1960. Ces sociétés ont été rachetées par le manufacturier Bridgestone, donc en 91 pour Métifio et en 2017 pour Aim et Fils. Et en 2018, il a été demandé aux directeurs de ces deux filiales ce dont ils avaient besoin pour piloter de façon homogène l'ensemble du réseau de distribution. Et parmi les réponses des directeurs, il y avait le besoin de mise en œuvre d'un système d'information décisionnel commun. Et donc c'est à partir de ce moment-là que l'on a commencé à regarder la solution DigDash et à l'étudier par rapport à nos besoins, par rapport aux outils qui étaient déjà en place dans ces différentes filiales. On avait du MyReport, on avait du Cognos, on avait du Tableau, on avait du Qlik. On a fait des comparaisons aussi par rapport aux outils qu'on connaissait, comme la Microsoft BI, Power BI. Et donc nous avons validé l'utilisation de DigDash en 2019, sur le premier trimestre 2019, et nous avons attaqué donc le déploiement de l'outil. Donc en mai 2019, nous avons lancé les premiers tableaux de bord DigDash, donc adressés au top management. Et ensuite, en septembre 2019, nous avons continué le déploiement en déployant des tableaux de bord adaptés à nos directeurs de région et à nos directeurs des ventes. Ce sont les responsables en fait des chefs d'agence et les responsables des équipes commerciales. En même temps, nous avons déployé DigDash à destination des services support, donc des services sièges. Enfin, en octobre 2020, nous avons déployé DigDash jusqu'au point de vente, donc en adressant les chefs d'agence. Et en mars 2021, les équipes commerciales avec tous les commerciaux sur le terrain. Donc, ça donne ce graphique. Donc, ce graphique est issu de DigDash. Hein, c'est l'audit de DigDash qui permet de voir donc en barre le nombre d'utilisateurs de la solution avec l'échelle à gauche et en courbe verte le nombre de connexions avec l'échelle à droite. Et donc, on voit le déploiement progressif de mai 2019 jusqu'à fin 2021. Donc, on voit le nombre d'utilisateurs augmenter petit à petit en fonction des déploiements et le nombre de connexions aussi. En parallèle, donc on a quand même conservé le temps du déploiement de DigDash, les anciens outils. Et là, en l'occurrence, on voit l'utilisation de MyReport en nombre de requêtes par trimestre depuis début 2019 jusqu'à fin 2021. On voit donc le nombre de requêtes d'utilisation de l'ancien outil diminuer petit à petit au fur et à mesure que que DigDash venait remplacer en fait cet outil. Maintenant, si on va au-delà donc de l'année 2021, on voit donc en janvier 2022 une augmentation, on a quasiment doublé en termes de connexions. Donc les connexions, les sessions sont sur la courbe orange avec l'échelle à gauche et le nombre d'utilisateurs est en courbe bleue avec l'échelle à droite. Et donc on voit qu'en janvier 2022, nous avons une croissance importante donc du nombre de connexions, on a doublé, et en termes d'utilisateurs, donc on a une centaine d'utilisateurs qui sont venus s'ajouter dans l'utilisation de l'outil. Et en fait, tout ceci vient du fait que l'on a décidé d'objectiver et de donner à nos équipes terrain des parts variables en fonction des indicateurs qui étaient suivis dans l'outil. Donc ça a permis une bonne adhérence de l'outil sur tout le terrain. Alors,
pour décrire quelles sont les sources de données disponibles dans Digdash, en fait, donc nous sommes allés chercher les informations à mettre à disposition dans Digdash dans les différents ERP qui composent notre SI. Donc nous avons un nav pour le réseau côté route culture pneus. Nous avons un ERP spécifique développé en WinDev pour le réseau FirstStop et un ERP WinDev disponible sur étagère pour notre centrale de facturation Eurofleet. Nous sommes allés chercher les informations dont nous avions besoin dans ces différents ERP et nous les avons consolidées dans un entrepôt de données. Et on ajoute à ça des informations qui viennent de formulaires web Kiseo, de fichiers Excel divers, et aussi d'outils de pricing nous permettant de surveiller les pricing de nos concurrents et d'adapter notre pricing. Et toutes ces informations-là, une fois consolidées dans notre entrepôt de données, sont mises à disposition de nos utilisateurs. Alors en termes de données, de type de données, donc on va retrouver beaucoup d'informations autour des ventes. Donc avec les livraisons, les factures, tout ce qui est objectif, budget. On va retrouver aussi les créations de comptes, les visites clients, donc les notions de pricing, comme on en a parlé juste avant, les créances clients, donc c'est une partie importante en fait des données sur lesquelles nous allons faire des analyses, mais on va aussi retrouver des analyses sur les stocks, autant d'un point de vue plutôt financier, avec les provisions, la valorisation, mais aussi d'un point de vue un peu plus opérationnel, supply chain, avec des politiques de stock et des projections de besoins, etc. On va retrouver dans l'outil aussi tout ce qui est comptabilité, avec les journaux généraux, les relevés de caisse, etc., qui nous permettront de faire des comptes de résultats, et aussi la partie achat, avec les commandes d'achat, les réceptions, les factures, les dettes fournisseurs, etc. Alors, ce ne sont que des exemples de ce que l'on peut remonter dans l'outil, puisque en fonction des besoins du terrain, on va aller récupérer les données et les mettre à disposition sous forme d'analyse dans Digdash. Alors pour illustrer ce que l'on a mis à disposition dans Digdash, ou du moins comment on utilise l'outil. Donc on a premièrement l'interface web disponible sur PC ou sur tablette, dans laquelle nous allons retrouver plusieurs centaines de pages comme celle-ci, en fonction des tableaux de bord et des niveaux des postes, en fait, des profils des personnes. Donc là, on est sur une page un petit peu standard. On va retrouver sur la gauche un menu arborescent nous permettant en fait de naviguer dans l'outil. À droite, nous allons retrouver un panneau rétractable de sélection temps nous permettant de choisir en fait la période que l'on souhaite analyser. Et en bas, nous avons mis en place un assistant qui permet en un clic sur un bouton d'aller sur une analyse faite fréquemment en ajustant au mieux le paramétrage. Donc ce sont vraiment des raccourcis permettant de répondre à une question récurrente rapidement. En haut de cette page, nous allons retrouver les filtres habituels et mis à disposition en fait des utilisateurs. Donc les utilisateurs peuvent utiliser ces filtres pour conditionner en fait l'analyse présente dans la page. En haut à droite, nous avons un champ de recherche qui est un champ de recherche assez puissant, puisqu'il va permettre de faire des filtres sur tout ce qui est connu de Digdash, c'est-à-dire qu'on va taper un terme ou un ensemble de termes. Digdash va rechercher ces termes dans toutes les données dont il a connaissance, et en sélectionnant un élément remonté par Digdash, on sera capable de faire un filtre sur cet élément-là. En dessous, on retrouve le contexte d'analyse, c'est-à-dire un bloc des éléments filtrés. Cela il représente en fait tous les filtres qui ont été placés automatiquement ou que l'on a placés ou ajustés depuis que l'on navigue dans Digdash. On a la possibilité donc de voir le contexte, mais aussi de l'ajuster en enlevant des filtres ou des éléments sélectionnés. En dessous, on retrouvera un bloc avec les commentaires, puisqu'on a la possibilité dans Digdash de commenter
les données pour donner le plus de sens possible à ces données. Enfin, dans le corps de la page, on va retrouver sur cette page différents indicateurs un peu classiques, des représentations graphiques sur les top et flop agences, des donuts de répartition par canaux, par catégorie, et un graphique sur les 12 derniers mois. On va retrouver aussi un petit encart que l'on met à disposition sur toutes les premières pages de tableau de bord avec toute la documentation de ce tableau de bord ou des analyses que l'on pourra retrouver dans ce tableau de bord. Voilà pour la présentation en fait de la version web de Digdash. Nous mettons aussi à disposition de nos utilisateurs en fait des fichiers Excel construits dans Digdash. Donc nous sommes capables avec Digdash d'émettre des statistiques Excel par email de manière journalière, hebdomadaire, mensuelle. Et donc on va construire dans Digdash en fait des analyses Excel plus ou moins complexes. Là c'est une des plus riches avec énormément de feuilles dans le classeur avec des visions par produit, par client, par activité, par jour, etc., région, etc. Et donc on va retrouver dans cet Excel différentes analyses à disposition donc de nos utilisateurs. Donc l'objectif c'est à la fois de donner la possibilité à des utilisateurs qui seraient sur le terrain d'avoir accès rapidement à des chiffres sans forcément avoir besoin de se connecter, ou à notre direction aussi d'avoir les chiffres sans forcément avoir besoin de se connecter pour les obtenir. Nous mettons aussi à disposition de nos utilisateurs des interfaces adaptées pour les smartphones. Donc on a vu juste avant des interfaces adaptées pour les PC, les tablettes, des fichiers Excel. Et donc là, on est sur une interface plutôt à destination des smartphones, donc avec une navigation plutôt tactile. Donc on va limiter le nombre d'informations, on sera plutôt sur des genres de carrousel d'indicateurs. On a la possibilité, en cliquant sur les boutons en haut, d'aller dans les menus, de changer les périodes de temps, de faire des filtres sur les périmètres. Nous mettons à disposition différentes pages avec différentes analyses, ce qui permet aussi à nos équipes sur le terrain, par exemple, de sortir une fiche client comme on le voit sur la droite. Nous sommes aussi capables en fait d'envoyer avec Digdash des SMS de manière journalière avec des informations sur le réalisé par rapport aux objectifs, etc. Donc on a vraiment différents moyens de distribuer l'information avec l'outil Digdash. Alors maintenant, et pour finir, je voulais prendre un exemple d'analyse et vous montrer que dans notre réseau de distribution, en fonction des profils des utilisateurs, on était capable d'adapter en fait les visuels mis à disposition donc en fonction du profil pour que tout le réseau soit capable de suivre une activité particulière. Donc je voulais prendre aujourd'hui le cas des garanties. Donc nous sommes spécialisés dans le pneumatique, donc vous pouvez venir chez nous pour faire changer vos pneumatiques et on va potentiellement vous proposer de prendre une assurance, une garantie qui fait que si le client subit une crevaison, nous prendrons à notre charge le reste de gomme, donc nous rembourserons en fait au client le pneu à hauteur du reste de gomme. Et donc pour un chef d'agence, nous allons sur son tableau de bord lui mettre un indicateur traitant des garanties. Et donc si on le regarde un peu plus en détail, donc on a un ratio de garantie avec un réalisé versus objectif, un prix unitaire, un chiffre d'affaires, un taux de marge, etc. Donc ça c'est la vision du chef d'agence. Maintenant, si on remonte dans la hiérarchie, on arrive au directeur de région qui, lui, s'occupe d'un ensemble d'agences. Et quand il va se connecter sur son tableau de bord, il va avoir un tableau qui va regrouper les différentes agences dont il s'occupe. Et dans ce tableau, pour chaque agence, il aura des informations sur la garantie avec le ratio, les quantités, les objectifs, les prix unitaires. C'est une deuxième forme de suivi en fait de l'activité de garantie adaptée au profil de directeur de région. Maintenant, si on remonte
aux équipes support, au marketing. Au marketing, ils vont avoir des besoins qui seront complètement différents. Puisqu'ils vont avoir besoin peut-être de suivre en fait les garanties en fonction des codes articles utilisés, que ce soit de la vente ou de l'utilisation, du remboursement. Ils vont avoir besoin aussi de suivre les garanties par agence avec un chiffre d'affaires, une marge, un taux de marge, mais pas que. Ils auront peut-être aussi besoin de suivre au moment des ventes de garantie quels sont les autres articles ou les autres prestations qui ont été proposés aux clients et vendus aux clients. Donc, ils vont avoir des tableaux spécifiques pour suivre au moment de la vente de garantie ce qui a été vendu aux clients. Et enfin, quand le client revient pour faire valoir sa garantie, nous allons aussi regarder si le client a, excusez-moi, n'a pris en fait n'a exercé que sa garantie ou s'il a aussi pris d'autres services à ce moment-là quand il a fait l'utilisation de la garantie. Voilà, donc c'était un exemple en fait de suivi à différents niveaux dans notre réseau de distribution d'une activité particulière. Sinon, au niveau de Digdash, donc pour nous, c'est un outil complet. On l'a mis en œuvre en 2019 et depuis, il répond à nos besoins. Nous avons en moyenne 250 utilisateurs par mois distincts, avec plus de 4000 connexions, ce qui représente en moyenne, toujours, puisqu'on va avoir des utilisateurs qui vont utiliser un peu plus l'outil que d'autres, mais en moyenne, nous avons 16 connexions par utilisateur par mois, ce qui donne quasiment un suivi quotidien de l'activité pour les utilisateurs. Et j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Damien. Merci pour cette présentation. Donc, il y a quelques questions, donc je vais les poser. Je veux bien que, voilà, en termes de votre présentation, je veux bien que Damien et Antoine, vous allumiez votre caméra. Super. Vous êtes avec nous. Écoutez, il y a des questions, beaucoup de questions. Alors déjà, peut-être d'abord à Antoine, sur le positionnement finalement de l'outil par rapport à d'autres outils. Hein, oui, alors j'ai vu, vous m'avez dit. Ouais. Alors, que pensez-vous des données, que pensez-vous des technologies comme Streamlit qui sont open source et super faciles à mettre en œuvre? Alors, c'est pas du tout le même contexte de produits. Il y a plein de petits produits comme ça qui permettent aux data scientists qui font des analyses et qui n'ont pas de notion de sécurité, qui n'ont pas de notion de, on va dire, d'administration, de management de la donnée, etc. Il y en a plein. Il y a effectivement Streamlit en fait partie. Il y a Shiny. Il y a plein d'autres petits produits comme ça. On n'est pas du tout en concurrence avec ces produits-là. Je pense que ça adresse un besoin complètement différent. Même si, in fine, visuellement, vous pouvez créer une sorte de tableau de bord avec ces outils-là, c'est vraiment pas du tout le même principe en termes de management de la donnée. Je crois qu'il y avait une question plus tard avec d'autres produits, donc je peux peut-être aussi parler du positionnement par rapport aux acteurs effectivement auxquels on est comparé et pas des outils. Est-ce qu'on peut les mentionner, les autres produits? Un positionnement par rapport au poids lourd, je le dis pour que les auditeurs puissent bien comprendre. Tableau, Qlik et Looker. Ouais. Alors il y en a d'autres. Il y a bien évidemment aussi Power BI. Looker en France est assez peu présent en fait, bien que ce soit un outil Google qui a été racheté par Google, il est assez peu présent en France. Il y a plein de différenciants. Moi, j'aimerais commencer par le fonctionnel parce que je trouve que c'est le plus intéressant. On est des anciens de Business Objects, pour les gens qui ont connu, qui était une société française qui a été rachetée par SAP. Il y a un brevet phare qui a été déposé par Business Objects dans les années 90, qui concerne ce qu'on appelle la couche sémantique, semantic layer, qui permet globalement de dire j'ai des éléments techniques, des données, ce sont des éléments techniques, et je veux mettre une couche intermédiaire qui va être une couche fonctionnelle, qui va permettre à mes utilisateurs métiers de mieux comprendre comment manipuler ces objets. Cette couche sémantique, quand elle est tombée dans le domaine public, clairement, Digdash a eu vocation à la réutiliser, enfin réutiliser de manière un peu différente, parce qu'effectivement, on est un outil moderne, de nouvelle génération en termes de présentation de la donnée, mais par contre, ce besoin existe toujours.
Donc clairement, je pense qu'on est le seul acteur qui couvre ce besoin correctement. Vous allez dans tous les autres produits, ça parle de sets de données, ça parle dans Qlik, il y a des scripts, dans Power BI, c'est pareil, on peut charger des trucs, mais après, ça les transforme en des choses qui sont absolument pas organisées et homogènes. Donc nous, on a cette vraie couche de données intermédiaire qui nous différencie vraiment fonctionnellement. Après, notre vocation est quand même de prêcher la bonne parole, la bonne manière de communiquer de l'information et de la donnée, donc à travers des tableaux de bord. Donc là, on a le même objectif tous, que ce soit pour BI, Tableau, Qlik et compagnie. La manière dont nous, on le fait, elle est un petit peu différente en ce sens qu'on a une palette fonctionnelle qui est beaucoup plus large. Donc, vous pouvez faire des choses beaucoup plus précises. Vous n'êtes pas, je dirais, cloisonné dans ce que vous fournissent les autres outils qui sont un peu des boîtes noires. On a choisi des technos assez ouvertes qui permettent vraiment d'aller configurer le produit très fortement et donc d'avoir des présentations très différentes en fonction des différentes implémentations de Digdash. Donc ça, c'est des aspects fonctionnels. Après, il y a d'autres aspects qui sont très importants, alors notamment en Europe. On est un acteur européen avec des données qui sont hébergées par un hébergeur français en France. Donc, en ce qui concerne la souveraineté de données, qui est quand même un cadre assez important, notamment dans le secteur public, pas toujours dans le secteur privé, à tort, mais la souveraineté de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'extraire de deux lois principales aux États-Unis. La première loi, c'est le Cloud Act américain. La deuxième loi, c'est la loi FISA. Globalement, ces deux lois-là permettent au gouvernement américain d'aller piocher dans les données de n'importe quelle entreprise américaine, que les données soient hébergées aux États-Unis ou en France. Donc, effectivement, sont concernés nos concurrents, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Amazon Web Services, etc. Ce sont des endroits où le gouvernement américain peut aller allègrement piocher de la donnée, sans même vous prévenir avec la loi FISA. Donc, la loi CLAD doit prévenir les gens, mais avec la loi FISA, ils ont fait une sorte de raccourci en disant bon, on n'a plus besoin de vous prévenir. C'est en général pour des raisons. Même si, je vais poser une question naïve, même si, par exemple, elles sont hébergées chez Microsoft Azure, même si, effectivement, les données, on le sait, sont, par exemple, dans un data center spécifiquement oui, localisé en Europe, ouais. ils peuvent quand même accéder, mettre la main sur ces données et les exploiter comme vous le faites. Tout à fait. L'idée, c'est que le data center régional, comme on les appelle, ça permet d'améliorer les performances, mais par contre, ça ne freine pas cette loi américaine. Donc, cette loi américaine concerne tous les propriétés de données de toutes les entreprises américaines. Alors, il y a des parades quand même. Les gens, maintenant, ils ont inventé le Bring Your Own Key, amener votre propre clé pour crypter vos données. Bon, super, on peut le faire effectivement, mais les clés, les algorithmes de cryptage supportés sont ceux fournis par la NSA, donc des choses dans le genre RSA, etc., dont on sait que le gouvernement américain peut les casser très facilement. Donc c'est bien de se dire, tenez, vous pouvez mettre maintenant un cadenas. Bon, bien sûr, on ne vous dit pas que le cadenas peut être ouvert par n'importe qui. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Donc là, je pense que c'est un truc assez fondamental en termes de propriété sur la donnée. Ça, c'est assez clé. D'autre part, vous verrez que toutes les entreprises, enfin, tous nos concurrents aujourd'hui poussent à faire de l'hébergement dans leur cloud et sont très peu enclins à faire du on-premise, c'est-à-dire dans vos propres infra. Nous, on peut encore choisir les deux, soit déployé dans votre propre infrastructure, soit dans le cloud. Ça fait pas de différence pour nous. Et dans le cloud, encore une fois, c'est un cloud souverain. Voilà, d'ailleurs, Damien, Firstop a choisi justement d'héberger ses données dans son propre cloud ou de les héberger chez un hébergeur cloud? Alors, nous avons un data center, effectivement, qui est géré par un tiers en France. Ouais. D'accord. Alors, une autre question peut-être un peu plus opérationnelle sur le planning, le temps passé pour finalement passer entre l'expression de besoin peut-être pour Digdash et puis le déploiement chez un client comme Firstop AIM d'un tableau de bord. Donc, le temps passé entre prototypage, conception des visuels, implémentation et déploiement, c'est de combien à peu près pour Digdash? Je ne sais pas si c'est une question pour Damien ou pour moi, parce que c'est très dépendant en fait de… Ouais, peut-être que vous pouvez donner, j'imagine, une fenêtre en fonction des différents projets, parce que j'imagine que c'est très variable, peut-être Antoine, ou peut-être un peu plus concrète, peut-être pour les derniers tableaux de bord déployés et implémentés et déployés chez Firstop AIM. Peut-être d'abord Antoine, peut-être. Oui, je peux en parler. Alors, effectivement, c'est très variable. Il y a une maturité des entreprises autour de la donnée, c'est surtout ça.
qui fait qu'on va être rapide ou moins rapide. Puis après, il y a aussi des enjeux politiques hein, sur ce qu'on appelle la conduite du changement. Donc je pense que Damien pourra en parler assez rapidement. Il a d'ailleurs assez bien expliqué dans sa chronologie comment ils avaient petit à petit mis en place leur tableau de bord. Après, d'un point de vue implémentation, il y a quand même des choses à préparer. Il faut s'assurer de la qualité des données en amont. Il y a tout un ensemble de choses. Donc si vous êtes très mature, alors c'est le cas en l'occurrence chez Damien, il y a des compétences techniques assez fortes data qui existent, hein, notamment à travers Damien, effectivement, mais dans son équipe aussi, qui font qu'ils peuvent aller vite. Mais on a des gens qui prennent beaucoup plus de temps et on a des gens qui prennent beaucoup moins de temps. On a des gens pour lesquels on fait entièrement le déploiement de leur tableau de bord. Ils nous disent, voilà, nos données, faites-en quelque chose. Et là, ça peut être rapide aussi si on a une bonne expression de besoin. Mais encore une fois, c'est très variable. Donc, ça peut être quelques semaines pour des clients rapides. Ensuite, ça peut être plusieurs années. On le voit chez First Stop, en l'occurrence, c'est plusieurs années parce qu'il y a des déploiements progressifs de plusieurs sujet. Donc voilà comment ça se passe en général. On commence rapidement à montrer quelque chose et puis après on continue à enrichir. C'est finalement quelque chose qui ne se finit jamais, la mise en place d'un tableau de bord parce que les besoins des métiers évoluent. Mais je laisse Damien peut-être répondre à cette question. Ouais. Damien, vous pouvez peut-être mentionner votre profil, votre formation, votre expérience avant de déployer ces différents tableaux de bord et puis ensuite enchaîner peut-être sur voilà, le temps nécessaire à toutes vos équipes et cette notion de conduite du changement mentionné par Antoine. Alors, mon profil, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai intégré dans ma précédente expérience, en fait, j'ai intégré un groupe international en tant que développeur Windev. Assez rapidement, je suis passé administrateur de base de données avec les formations financées par mon entreprise. Et petit à petit, en fait, je suis monté en compétences et on a pris au sein de mon service une activité data avec tout ce qui était donc décisionnel, administration de base de données, flux de données, politique de gestion des données, etc. Donc j'ai travaillé pendant 9 ans dans ce groupe avant d'intégrer donc en février 2019 First Stop Aim. Et pour être factuel, donc je suis arrivé en février 2019. On a décidé de partir de zéro, donc de reconstruire un entrepôt de données, tout ce qui était flux ETL, et donc de mettre en place l'outil Digdash. Et donc en arrivant à peu près le 19 février chez First Stop Aim, courant mai, on déployait les premiers tableaux de bord à destination du top management. Donc on voit bien que l'outil permet un déploiement assez rapide. Effectivement, après déployer l'outil, ça enlève pas tous les travaux sur la qualité de données et aussi toute la partie effectivement formation des utilisateurs, accompagnement des utilisateurs. Et c'est pour ça que le déploiement a continué pendant au final plusieurs années pour équiper l'ensemble du réseau. Et ça reste, même maintenant, donc plus de 4 ans après le déploiement, ça reste un sujet de tous les jours, puisqu'on continue d'animer en fait l'outil, de développer de nouvelles fonctionnalités, d'accompagner les utilisateurs, de les former à l'utilisation de l'outil et de prendre en charge les nouveaux développements en fonction de la stratégie de l'entreprise, des besoins de suivi de tel ou tel service, etc. Donc ça reste quelque chose de très vivant et on a avec l'outil Digdash la possibilité d'être globalement très agile. D'accord. Et cette formation à vos équipes, à vos collaborateurs, elle est assurée par vous, par justement les équipes Digdash? Quel est le modèle économique finalement de Digdash? Et de la formation, la licence? Nous, comment dire, nous demandons à Digdash en fait un support fonctionnel par l'intermédiaire en fait des consultants Digdash. Donc nous avons pris un certain nombre de jours chaque année pour que les consultants Digdash nous accompagnent sur l'utilisation de l'outil, sa mise en œuvre, etc. Pour ce qui est ce que sont des formations à notre réseau, donc ce sont des formations qui soit vont être prises en charge par exemple par le responsable de la personne qui vient d'arriver dans le service, soit ce sont des formations que je vais dérouler donc avec des formations un petit peu standards sur 1 heure où je présente l'outil, son ergonomie, les fonctionnements, les bonnes pratiques, etc.
Et je vais compléter ces formations ensuite si le stagiaire le souhaite par des accompagnements one-to-one à deux en fait, et où je vais l'accompagner en fait dans l'utilisation de l'outil. C'est-à-dire que c'est lui qui va prendre la main, qui va réaliser les analyses, et je vais l'accompagner pour lui enlever les difficultés qu'il pourrait rencontrer au moment de l'utilisation. D'accord, merci beaucoup. Merci Damien. Une autre question, mais vraiment totalement voilà, plus sur l'origine effectivement de la création de DigDash. Vous disiez Antoine que vous êtes un ex-employé finalement de Business Object, hein, et que vous avez bénéficié effectivement de la mise, je ne sais plus le terme, de la mise à disposition du brevet déposé à l'origine, mais voilà, mis dans le domaine public. Est-ce qu'il y a d'autres structures finalement qui ont aussi bénéficié de ce brevet mis à disposition pour créer Encore une fois, c'est pas une mise à disposition, c'est plus, on savait qu'on ne serait pas embêté si on utilisait des technologies assez proches. C'est pas du tout la même techno en fait, hein. C'est juste le principe est le même. On n'a pas utilisé quoi que ce soit d'un point de vue composant logiciel existant. C'est juste qu'on savait qu'ils ne peuvent plus nous attaquer parce que le fondamental finalement sur cette techno est passé dans le domaine public à partir de l'année 2010 ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, je ne sais plus exactement la date, mais dans les années 2010. Les technologies derrière DigDash, il y a une question, c'est Java, c'est D3, Alors, on a tout redéveloppé. Donc, les gens qui connaissent D3, effectivement, c'est une bibliothèque graphique. On peut intégrer du D3 dans DigDash, mais on a redéveloppé nos propres composants parce qu'on a un certain nombre de critères hein, d'export de données, etc., comme vous avez pu le voir en PowerPoint, qui ne sont pas respectés par D3. Et effectivement, derrière, c'est une plateforme qui utilise Java, hein, donc, qui est portable sur n'importe quel type d'environnement, qu'on peut déployer avec du Kubernetes, etc. Il y avait une question aussi assez intéressante auquel je n'ai pas répondu, c'est en ce qui concerne Power BI, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence déloyale de Power BI? Je pense que oui, effectivement, vous l'avez compris, Windows, c'est un vrai cheval de Troie hein, qui permet à Microsoft de déployer tous ces autres outils. C'est pas complètement déloyal parce que bon, effectivement, quand on est dans un usage de je fais du super Excel, Power BI est presque gratuit parce que fourni dans la suite. Mais dès que vous voulez être en mode enterprise, il y a des coûts de licence qui sont plus importants finalement que ceux de DigDash. Donc oui, ça vient en concurrence sur certains types d'utilisateurs qu'on sait qu'on ne pourra pas toucher. Mais par contre, quand on est dans un cadre de déploiement d'une entreprise et avec un nombre d'utilisateurs important, clairement, là, on est très concurrentiel. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Écoutez, un grand merci à vous deux. Vous voyez à l'écran normalement les prochains événements, dont le prochain WebTech, hein, donc même format, 1 heure, avec des experts. Ce sera dans un petit mois. Avec les sociétés ClearSea et Proven Run sur la cybersécurité, notamment la cybersécurité dans le domaine ferroviaire. On parle beaucoup d'attaque et de souveraineté et de protection, et notamment dans le domaine ferroviaire, avec justement un WebTech sur le calculateur souverain et sûr. Et puis ensuite, les plénières en présentiel, virtuel c'est bien, mais se rencontrer, c'est bien aussi. Dans les prochains événements, rencontre au marché en septembre sur le territoire et ville décarbonée. Ce sera Marseille au Pharo. Sur les nouvelles mobilités, ce sera à Sophie Antipolis, au village d'Aïcea. Et puis, un groupe de travail IA et data Analytics suivi d'un showroom avec des démonstrateurs des cas d'usage autour de l'IA. D'ailleurs, DigDash pourrait aussi exposer, pourquoi pas. Ce sera à la maison de l'intelligence artificielle à Sophie Antipolis. Voilà, je vous remercie. Encore une fois, le replay sera disponible dans quelques jours. Un grand merci à Antoine et Damien et une bonne fin de journée. Merci à vous tous, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.